Voilà, place à présent à l'invité de ce mercredi. Nous allons parler ensemble de la Centrafrique où une enquête a été ouverte contre l'ex-président Bozizé pour rébellion. On parlera aussi de cette zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur dès le début de janvier 2021. Et la Grande-Bretagne, une juge a refusé l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Tout ça, c'est avec Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Nierwi. Et tous nos meilleurs voeux à vous. Meilleurs voeux à vous aussi et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. On commence donc avec la Centrafrique. Une enquête a été ouverte, notamment pour rébellion contre l'ex-président François Bozizé, accusé par le pouvoir de mener une tentative de coup d'État à la tête d'une rébellion à l'occasion de l'élection présidentielle du 27 décembre dernier. C'est ce qu'a annoncé le parquet. L'enquête judiciaire est ouverte contre l'ex-président renversé en 2013 et dont la candidature à ce scrutin a été invalidé par rapport au fait de déstabilisation et de rébellion en cours, a précisé donc le procureur de Bangui. Maître François Bozizé, c'était le taureau qu'il fallait tenir par les cornes? Oui, mais pas seulement le tenir par les cornes, il fallait casser les cornes avant même ces élections. Parce qu'il faut rappeler que François Bozizé était placé il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international avant de braver le mandat d'arrêt pour rentrer en Centrafrique, s'installer à Bangui aux yeux, au vu au su de tout le monde, à la barbe du procureur général et des autorités politiques et judiciaires. Et personne ne lui a rien fait. Et il a en plus le toupet de se présenter à des élections qu'il savait normalement ne pas pouvoir être recevable à briguer. Et pourtant, il l'a fait. Et quand sa candidature a été rejetée pour des raisons totalement légales, il se fâche et élève une rébellion contre la Centrafrique. C'est-à-dire sème encore le trouble, la mort dans ce pays qui a trop souffert par ces faits. Parce que normalement, c'est pas uniquement maintenant qu'on doit le poursuivre pour rébellion. Il a à son compte beaucoup de crimes de sang et des crimes économiques, dont on n'a absolument pas fait cas. Pendant tous ces mois où il était à Bangui, c'est juste effarant. Je ne comprends même pas comment on a pu laisser un individu aussi dangereux rester en ville et s'organiser pour encore troubler l'intégrité territoriale et la paix de ce pays. C'est effarant. Mais qui connaît Bozizé, c'est qu'il est également très populaire et c'est difficile de pouvoir mettre la main sur ce genre de personnes. Ah bon? Sans créer de troubles. Alors, parce qu'on est populaire, on est en situation d'immunité quand on a tué, quand on a fait tuer et quand on a créé beaucoup de malheur dans un pays comme la Centrafrique. La popularité devient une immunité? C'est risqué. Mais comment risquer, de le faire, risquer par rapport à ça a l'air opposer ses partisans forcément à ceux du pouvoir, à toutes les personnes qui seraient pour. Alors, il vaut mieux, parce qu'il est populaire, le laisser faire et finalement, pourquoi on le poursuit pour rébellion? Puisqu'il est très populaire. Et qu'en plus, ses partisans sont armés. Dans ce cas, laissons-lui le pouvoir, puisqu'il est très populaire et qu'il est fort et qu'il est armé. Non, ce raisonnement-là, il n'est absolument pas recevable. Écoutez, les États doivent avoir les moyens de leur souveraineté. Et dans un pays, quel qu'il soit, quelqu'un, fût-il populaire, qui commet des actes répréhensibles, doit absolument subir les rigueurs de la loi. Point. C'est tout. Alors, quand on est populaire, on n'est pas au-dessus des lois. La popularité ne vous donne pas une immunité. On l'aurait fait peut-être avant la tenue du premier tour qu'il y aurait eu une situation déstabilisante. Peut-être maintenant qu'on a la certitude d'avoir maîtrisé le processus électoral, les résultats sont connus, on peut lancer la justice aux trousses de Bozizé. Que ne l'avait-on pas fait avant, bien avant les élections même, bien avant d'ouvrir le scrutin? Bozizé était sous le coup d'un mandat d'arrêt et ce mandat d'arrêt a été émis parce qu'il y avait des enquêtes sur lui et il y avait des faits lourdement répréhensibles qui lui étaient imputés. On n'a pas jugé ça, on ne s'est pas occupé de ça, on l'a laissé se présenter gaillardement et maintenant qu'il a encore rassemblé ces hommes
pour attaquer l'État et la paix nationale, on vient de dire quoi? Maintenant, il n'est plus populaire? Mais là, on parle juste d'une enquête, donc rien de formel quant à une éventuelle interpellation ou arrestation. Rien de formel. L'État n'a qu'à se donner les moyens de le trouver, de le débusquer et de l'arrêter. Même s'il est en fuite à l'étranger, l'État n'a qu'à se donner les moyens. Par toute forme de coopération judiciaire, on peut s'assurer, là où il est, de ce que Bozizé revienne au pays et rende des comptes. La Centrafrique a trop souffert de ces hommes-là. Sincèrement, non. On peut pas accepter ça tout le temps. Donc, du coup, maintenant qu'il est encore à l'air libre, il est redevenu une menace. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut encore faire des casses. Oui. Et donc, on préfère ça plutôt que de risquer d'affronter ses partisans dans la rue. Mais expliquer à ses partisans qu'il a commis des crimes. Dites à ses partisans que faites la démonstration de ces crimes. Et à ce moment-là, dites à ses partisans que eux aussi doivent, parce qu'ils sont centrafricains, accepter que la loi centrafricaine s'applique à leur mentor, leur héros, leur idole, enfin, appelez-le comme vous voulez. Pendant ce temps, l'autorité nationale des élections a communiqué les résultats de la présidentielle et c'est Faustin Archange Touadéra qui, déjà donné grand favori, sort vainqueur dès le premier tour, 53% des voix. Ça vous étonne, ça vous surprend? Pas du tout, mais bon, enfin, c'est toujours comme ça. C'est à se demander pourquoi on fait des élections. Élu par 300 et quelques, 300 et quelques mille électeurs, quelle est la légitimité d'un homme comme celui-là? Ça pose toujours un problème, forcément. Mais pourquoi est-ce qu'on en a eu que 300 et quelques mille? Parce que sur beaucoup d'endroits sur le territoire national, on n'a pas pu aller aux élections. Mais beaucoup de gens ont été empêchés à cause justement du comportement belliqueux de M. Bozizé et puis ses alliés sbires. Voilà ce qui se passe. Donc c'est dangereux. Un homme dangereux doit être neutralisé, c'est tout. Maintenant que le processus électoral semble derrière, parce que là, il y a eu les résultats aussi des législatives qui ont été annoncés. Bon, c'est vrai que le premier tour n'a permis d'élire que 21 députés. On aura éventuellement un second tour. On peut se dire avec beaucoup plus de sérénité que la Centrafrique va pouvoir regarder aux enjeux primordiaux de développement. On le souhaite. Écoutez, acceptons-en l'augure. Mais bon, M. Touadéra a eu un premier mandat. Bon, il a un bilan qui n'est pas très reluisant, mais bon, souhaitons-lui un second mandat beaucoup plus prospère et propice à des réformes importantes et puis surtout à la consolidation de la paix dans son pays. Ça, on peut le lui souhaiter fortement. Vous n'avez pas le sentiment qu'il risque d'être juste le président de Bangui? Ben, c'est un peu ça depuis le début, hein. Oui, mais c'est-à-dire que l'État a été émietté, démembré de telle sorte que, bon, finalement, il y a des suzerainetés locales, il y a des satrapes qui se sont installés, armés ou pas, et finalement, l'autorité de l'État ne va pas au-delà de Bangui et de ses... des départements circonvoisins. C'est ça le problème que nous avons en Centrafrique. C'est ça. Et c'est un pays qui a besoin vraiment d'être mis sous oxygène international, d'être assisté fortement parce que il faut lui permettre de réexister, pas uniquement dans les attributs de souveraineté internationale où on a un président qui va assister à l'Assemblée générale de l'ONU, alors on existe. Non, il faut que dans ce pays-là, il y ait une police, une gendarmerie, une justice qui fonctionne normalement et des universités qui fonctionnent elles aussi normalement avec des marchés qui sont régulièrement achalandés et où les gens vont aller sans avoir peur d'être attaqués par des hommes armés. C'est surtout ça le problème. Mais pour ce faire, il faut que ceux qui réfléchissent plutôt par la poudre à canon plutôt qu'avec leur cerveau acceptent de déposer les armes. Oui, il faut leur dire qu'il faut déposer les armes et s'ils ne le déposent pas, il faut pouvoir le leur arracher. Vous savez, on ne supplie pas quelqu'un qui a commis des crimes en lui disant s'il te plaît dépose les armes et on va s'arranger. On s'arrange pas avec quelqu'un comme ça, non. Je veux dire, sinon les États n'existeront plus.
Si on commence à rentrer dans cette logique-là, où il faut négocier, on aime trop faire ça en Afrique. Vous voyez, en Europe, quand les fascistes ont attaqué, on semé le trouble et la guerre, on s'est allié pour leur faire la guerre et les défaire. Acceptons qu'en Afrique, on soit capable de ça aussi. Et qu'on vise ça. Ce sont nos frères, certes, mais les Européens considéraient les Allemands comme leurs frères. Mais quand ils ont eu un comportement qui a été, à un certain niveau, trop criminel, ils se sont arrangés pour leur faire la guerre, gagner cette guerre, mais les laisser exister quand même. L'Allemagne, aujourd'hui, est un fleuron de la réussite de l'Europe. C'est le pays le plus fort en Europe. Voyez-vous ? Bon, mais on lui a d'abord fait la guerre. Mais après, on a aidé à sa reconstruction. Vous vous rendez compte comment on l'a fait ? Alors, acceptons qu'en Afrique aussi, quand nous avons des frères qui commettent des actes qui sont quasiment fascisants, oui, on peut aussi leur faire la guerre, mais une guerre féroce. Gagner d'abord, et ensuite, on va discuter. Mais pas avant. On ne va pas les supplier en disant venez déposer les armes, le pouvoir va se partager. Ce que vous vouliez, c'était le pouvoir. Alors, avec les armes, et puisque vous ne l'avez pas eu, maintenant vous allez l'avoir avec des négociations. Non, il faut sortir de cette logique-là, définitivement. Notre deuxième sujet, nous parlons de la zone de libre-échange continentale, entrée officiellement en vigueur vendredi 1er janvier 2021. La zone de libre-échange continentale africaine doit réunir 54 pays au sein d'un nouveau marché unique, un processus ambitieux dont le chemin reste à ce jour semé d'embûches, figuré parmi les plus grands marchés communs du monde. Telle est l'ambition de la ZLECAf, entrée donc en vigueur, comme je le disais, et qui vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant 3 400 milliards de dollars. C'est de gigantesques ambitions à mettre sur ça qu'on voit là. Mais quand on prend le continent, 54 pays morcelés comme on le sait aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés d'intégration, est-ce que la ZLECAf ne risque pas aussi d'être un vœu pieux? Bien. Écoutez, votre question est intéressante. En même temps, elle est habitée par un pessimisme que je ne partage pas. On a besoin de créer un espace économique global, africain, pour faire face au reste du monde. Voyez-vous, les États-Unis, c'est 50 États. Ouais. Bon, l'Afrique, c'est 55 États. Bon, au niveau de la taille de nos populations, la Chine est fédérale. Vous voyez, c'est plusieurs États qui se sont mis ensemble sous la bannière nationale. Bon, on n'est pas encore appelé à ça, mais c'est à cela que nous devons tendre, parce que notre salut viendra de là. Aujourd'hui, les échanges intercontinentaux représentent 16% des échanges globaux. Oui. 16% uniquement des échanges faits par les pays africains concernent d'autres pays africains. Oui. 16%. Ben, vous voyez, vous avez posé la question, elle est très intéressante. On a la CEDEAO, où on a déjà dans le corpus du traité le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Essayez de traverser la frontière ghanéenne avec des bibelots fabriqués à Accra ou à Lomé. Vous verrez tous les problèmes que vous avez. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a ce genre de comportement et qu'on n'arrive pas à respecter le principe de la libre circulation? Ce sont des habitudes, des pesanteurs administratives, et puis surtout une revendication de souveraineté racornie, vous voyez, ridicule, parce que sincèrement, entre Togo et Ghana, Togo et Bénin, on n'arrive même pas encore, pas plus tard que la semaine dernière, des scènes ubuesques à la frontière, où un carton contenant du savon, simplement, acheté à Lomé pour aller au Bénin, a été dépioté complètement. S'ils veulent voir jusqu'au fond du carton, peut-être cherchent-ils de la drogue ou ne sais pas quoi. Mais il n'y a aucun produit prohibé là-dedans. Mais il a fallu quand même payer une taxe officieuse pour pouvoir passer à la douane. On nous annonce que les frontières sont prétendument fermées, mais on circule avec des produits dans des conditions de pure contrebande, avec des douaniers qui installent des taxes qui ne sont absolument pas légales. Voyez-vous, avec ce genre de comportement, à qui est la faute? À qui est la faute?
aux autorités politiques, forcément. Parce que, oui, on l'a vu sous Kérékou, une fois, on a fait venir des inspecteurs des douanes déguisés en marchands, et on a, ce jour-là, enlevé tous les officiers qui étaient en poste, parce que tous étaient ou témoins, ou complices, ou auteurs directs d'infractions lourdes au code des douanes. Mais ça n'a pas changé. On a encore les mêmes. Au Togo, pareil. Je ne dis pas que c'est l'apanage des douaniers béninois. Les douaniers togolais ne sont pas meilleurs et les douaniers ghanéens, entre eux, se font la compétition. Donc, voyez-vous, alors, quand vous avez ce genre de phénomène et que personne ne fait rien pour l'arrêter, l'éradiquer, comment on fait? Alors, si on n'arrive pas à le faire en Togo, Ghana, Bénin, comment le ferait-on si je veux aller en Guinée équatoriale ou, je sais pas moi, en Mauritanie? Voyez-vous, c'est ça le problème. Ouais. Donc, réussissons d'abord ça. Même dans le petit espace appelé avant le Conseil de l'Entente. Voilà, 5 pays qui se sont mis d'accord pour aussi, on avait le même principe, libre circulation, et avec droit d'établissement, garanti par les traités, 2 fois. Et maintenant, l'UMOA est venu se rajouter. Mais on n'y arrive pas quand même. Écoutez, un Burkinabé qui veut acheter un terrain à Lomé doit aller demander une autorisation primo-ministérielle préalable. Un Français l'achète. Mon ami, il est où le panafricanisme ? Et elle est où l'unité africaine ? Voilà les problèmes réels auxquels nous sommes confrontés au quotidien et que nous devons régler avant de dire embrassons-nous Folleville, on n'arrive pas à 2, mais on va y arriver à 55. Voyez-vous ? C'est là toute la difficulté qui nourrissait le pessimisme que j'ai expliqué. Oui, mais écoutez, c'est à dessein que j'ai rudoyé votre pessimisme. Mais j'aimerais tellement être transporté d'enthousiasme et d'optimisme. J'aimerais vraiment. Parce que, vous voyez, si on n'y croit pas, ça n'arrivera pas. Mais donc, y croire, c'est forcer la main à ceux qui ont encore les rênes de commencer à le faire localement, déjà, avant de pouvoir, par ambition, l'étendre au-delà de nos régions, de nos frontières, on appelle ça la sous-région. Mais écoutez, oui, essayez simplement de transporter quelques marchandises que ce soit, de Lomé à Abidjan, et vous verrez les tracasseries que vous avez. Alors, effectivement, oui, il ne faut pas que ce soit un machin. Il y a un calendrier. On dit que c'est à l'horizon 2034, c'est-à-dire dans 14 ans, exactement. J'espère que dans 14 ans, les mentalités auront changé, les pratiques politiques aussi, et qu'on aura un peu plus de détermination et des politiques plus efficientes, quoi. Parce que sinon, on s'en sortira pas. La CEDEAO nourrissait à sa création une ambition similaire d'intégration, de libre circulation. Et plusieurs années après, vous le disiez tantôt, on voit toute la difficulté. Des pays peuvent se lever dans la zone CEDEAO, fermer de rechef leurs frontières sans donner d'explication à personne et se refusant à toute injonction. Le Nigeria l'a fait pendant 9 mois. Oui. Non, plus que ça. Plus d'1 an. Au moins 14 mois, je crois, quelque chose comme ça. Alors, dans ce cas, personne ne lui a rien dit. Oui, quand et pourtant, on est dans un cadre juridique qui est fortement réglementé. Oui. Un pays peut décider de ne pas le respecter et il ne subit aucune sanction, il n'y a aucune algarade de la part de ses collègues, enfin de ses pays frères. Non, il faut qu'on soit sérieux. Si nous voulons nous faire respecter, nous devons créer des principes clairs et exiger qu'on les respecte absolument. Voilà. Est-ce qu'il faut juste un peu plus de volonté politique des gouvernants pour réussir le pari? Mais définitivement, parce que les peuples, ils sont prêts. Vous voyez, les peuples d'Afrique veulent circuler. Ils veulent d'abord aller en Afrique. Écoutez, cher ami, essayez d'aller au Gabon aujourd'hui. Vous allez avoir plus de problèmes que si vous postulez à un visa pour aller en France. Voyez-vous ?
quand on a de pareils paradoxes, je comprends que vous soyez pessimiste. Quand on a de pareils paradoxes, c'est à désespérer. Voyez. Or, justement, les peuples africains veulent commercer entre eux. Ils veulent. Nos enfants sont prêts à aller à l'école à Abidjan ou à Ouaga plutôt qu'à aller à Paris. Oui. Mais ça ne leur est pas toujours possible. C'est là tout le problème. Alors quand on nous dit on va avoir une zone de libre-échange avec 97% des droits de douane qui vont être supprimés, je me dis comment on y arrive. Quand vous allez à Hila-Kondi, que vous avez des postes de douane systématiques posés partout et que personne ne dit rien, je dis Hila-Kondi. Hila-Kondi, c'est la douane officielle. Il y a encore des douanes officieuses tout au long, avec des douaniers, attention, qui sont là et qui, eux, vous taxent pour vous faire passer. Vous n'avez pas besoin de carte d'identité. À la limite, on ne vous la demande même pas. Vous payez 500 francs, vous passez. C'est ce qui se passe tous les jours. Tout le monde connaît ça. Donc, vous voyez, on est encore loin du compte. On est loin du compte, vous avez raison. La Grande-Bretagne maintenant, Julian Assange ne devrait pas être extradé vers les États-Unis. C'est ce qu'a décidé la justice britannique lundi. Le fondateur de Wikileaks y est accusé d'espionnage et de conspiration pour avoir diffusé en 2010 des centaines de milliers de câbles diplomatiques, des documents confidentiels concernant l'armée américaine. La justice a tranché et rejette la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Plutôt sur des motifs, des motifs plutôt subjectifs. On parle de sa santé, il a des tendances suicidaires. Les conditions de détention aux États-Unis pourraient donc le pousser à se suicider. C'est une manière un peu déguisée pour la Grande-Bretagne de ne pas céder à la pression américaine sur ce dossier. Oui. C'est une façon élégante de dire non à cette extradition qui est totalement abjecte. Parce que, qu'on le veuille ou non, Julian Assange est un personnage dont il faut admirer le courage, parce qu'il a mis à nu des pratiques criminelles de la part d'États surpuissants, les États-Unis notamment. C'est la raison pour laquelle ils lui en veulent, c'est la raison pour laquelle ils veulent sa peau, mais il faut faire en sorte qu'il ne l'ait jamais. Le Mexique a offert l'asile politique. S'il le faut, il vaut mieux qu'il aille jouir de cet asile plutôt que de le laisser à la merci d'une justice américaine qui se veut hégémonique, qui donne des leçons au monde entier, qui juge les gens chez eux, mais refuse qu'on la juge, elle, ailleurs ou chez elle. Parce que ce qui se passe ici est quand même assez ahurissant. Pourquoi devrait-on donner Julian Assange aux États-Unis ? Est-ce que tout ce que Julian Assange a dénoncé n'est pas déjà en soi une condamnation des États-Unis ? Ils ont commis des actes criminels que Julian Assange a juste mis à nu. Il n'a pas fait de commentaires. C'est pas là le journaliste qui a écrit. Non, il a permis, par une technique qui lui est propre, de mettre à nu des choses qui ont été gardées secrètes. C'est tout à son honneur. Et en cela, il faut qu'il soit protégé, oui. Et en cela, j'approuve la décision de la justice britannique de ne pas le livrer, quels que soient les motifs qui ont été retenus, et qui fut-il subjectif ou peu pertinent. Mais dans tous les cas, aux États-Unis, il risque de passer l'intégralité de sa vie en prison, ce qui vaut une peine de mort différée, c'est tout. Il mourra, et puis c'est tout. C'est la seule chose dont il est sûr. Tout le reste, c'est que ses jours sont... il n'a même plus de quoi les compter, c'est fini. Il y a eu une dizaine de manifestants qui étaient au palais de justice pour acclamer en tout cas la décision de la juge de refuser l'extradition au motif que le journalisme n'est pas un crime, mais vous l'avez rappelé tantôt, ce n'est pas du journalisme pur et dur qu'il a fait, il a juste livré des documents, mais les États-Unis considèrent que ce faisant, il a mis en danger des sources
des services américains. Oui, attendez. Oui, c'est vrai. Forcément, les révélations de Wikileaks ont mis à nu des mécaniques criminelles et les acteurs de ces crimes ont été connus et révélés donc, au grand public. C'est ça ce qui lui est reproché principalement. Mais là-dessus, au moins on le remercie pour la vérité qu'il a livrée. C'est pas un journaliste qui va écrire des choses fausses, qui publie, qui diffuse qui propage des fausses nouvelles. Non. Là, ici, on est en présence de quelqu'un qui a délivré, avec les sources les plus pertinentes, des informations qui étaient cachées. C'est autre chose. Vous voyez? Donc, du coup, oui, il a mis en danger des gens qui sont coupables de certains faits, qui sont des crimes économiques ou des crimes de sang très très graves. Oui, mais bon, pourquoi on devrait, parce que c'est des Américains, les laisser faire, et alors que les États-Unis sont très durs avec le reste du monde quand vous avez le malheur même d'avoir simplement des délits fiscaux dans votre pays. Ils vous refusent un visa. Mais n'importe quel gouvernement du monde, face à pareille situation, aurait réagi peut-être de la même manière que les États-Unis. Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est-à-dire que, en fait, le monde est conçu de telle sorte que, vous voyez, il y a des pays qui sont tellement puissants que eux peuvent tout se permettre. Et c'est ça qui est le problème. Et c'est pour cela que Julian Assange doit être protégé coûte que coûte contre la justice américaine. Voilà. Maître Sosa, merci d'être passé. C'est avec plaisir. Voilà, on va passer à la pause et on revient après pour Regard croisé.